L'Aiglon, je voulais juste vous rappeler en introduction, vous replacer un peu qui c'était. Napoléon, Anne-Pierre l'a dit, donc c'est le fils unique d'ailleurs de Napoléon et de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche. Il est connu sous plusieurs noms. Son nom officiel est, quand il naît, le roi de Rome. Ça dure 3 ans. Après, il va très brièvement porter le titre de prince de Parme, puis celui qui va lui être accordé par son grand-père autrichien de duc de Reichstadt. Et l'Aiglon, en fait, c'est le surnom qui va lui être donné après sa mort par les romantiques. C'est Victor Hugo qui va lui donner ce surnom. Et c'est comme ça qu'il va être le plus connu, je dirais, que c'est le nom vraiment que lui donne la postérité. Donc sa naissance aux Tuileries représente vraiment un événement très important de l'Empire, puisque Napoléon cherche à tout prix à installer son régime. Il est à l'apogée de son pouvoir et il pense que la pérennité de son pouvoir passe forcément par l'hérédité. Donc ça l'amène à divorcer de Joséphine dans un premier temps, à choisir une nouvelle impératrice qui est issue des plus anciennes lignées européennes, donc les Habsbourg. Et donc cette naissance, le 20 mars 1811, vient couronner toute son œuvre quelque part. Et donc rien n'est trop beau pour cet enfant à partir de ce moment-là. Et pourtant, très peu de temps après, le destin qui s'annonçait glorieux va se noircir puisque l'Empire s'écroule. Le roi de Rome va suivre sa mère, va partir en Autriche. Et donc, il va terminer sa vie en Autriche à l'âge de 21 ans, où il va mourir donc très tôt de tuberculose. Et donc, l'essentiel de la vie du fils de Napoléon se passe en Autriche. Et finalement, il est relativement peu connu, même si sa mort, comme je le disais à l'instant, l'a fait entrer dans la légende, puisque les romantiques se sont emparés de lui. Il y a même une pièce, après, à l'aube du XXe siècle, une pièce très connue d'Edmond Rostand qui porte son nom, L'Aiglon, où c'est Sarah Bernard qui, pourtant, a plus de 55 ans, qui va se battre pour jouer le rôle. Et aujourd'hui, si le père Napoléon continue à passionner les foules, peu s'intéresse à son fils. Et je me suis intéressée à lui, moi, pour différentes raisons. Comme l'a rappelé peut-être Anne-Pierre tout à l'heure en introduction, j'ai en effet un lien avec la famille Bonaparte, puisque je descends du dernier frère de Napoléon Ier, qui est le seul qui a eu des héritiers, puisque donc on va le voir, Napoléon Ier perd son fils unique, Napoléon III, ça sera pareil. Et donc, les seuls descendants directs qui subsistent encore, ce sont les descendants de Jérôme. Mais donc, j'ai travaillé aussi pendant longtemps aux Invalides, et comme vous le savez, Napoléon Ier repose aux Invalides. Et j'étais toujours assez impressionnée quand on se promène autour du tombeau de l'empereur aux Invalides. Il y a une pierre qui repose au sol avec la simple inscription de Napoléon II. Et j'ai découvert là-bas, alors que j'y travaillais, qu'en fait, c'était le tombeau vraiment de son fils, que son cercueil est enfoui dans le sol. Personne ne le sait. Les 3/4 des visiteurs qui marchent là n'en ont absolument pas conscience. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et je me suis dit, tiens, mais qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on ne s'y intéresse pas? Et donc, je dirais que c'est le début de mes recherches sur lui. Ces recherches, elles m'ont conduit en Autriche, à Vienne, où j'ai découvert des choses assez intéressantes, entre autres tout son dossier militaire qui n'avait jamais été consulté avant. Mais les plus gros trésors, je les ai découverts finalement à Paris, en France, enfin aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale, plutôt au département des manuscrits. J'ai eu la chance en fait d'avoir accès à toute la correspondance du gouverneur du duc de Reichstadt avec Marie-Louise, sa mère, et avec Neipperg, son second mari, qui a supervisé aussi beaucoup l'éducation du duc de Reichstadt. Et donc tout ça m'a permis d'avoir une vision assez proche, je pense, du personnage. Donc on va maintenant, je vais vous détailler un peu plus sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir tout d'abord de ces années en France? Elles sont courtes, je le disais, puisque ça dure 3 ans. Et je dirais qu'il y a 2 choses vraiment à retenir. C'est à quel point il a été un enfant vraiment choyé et que vraiment considéré comme un véritable trésor.
Et peut-être est-ce lié aux circonstances un peu étranges de sa naissance, puisque à sa naissance, Napoléon d'abord a cru que son fils était mort. Ce qui est assez surprenant. En fait, la naissance... Napoléon, donc je l'ai dit, a divorcé de Joséphine en 1810, en décembre 1809, pardon, et à peine 3 mois après, il épousait une nouvelle impératrice, Marie-Louise. Elle tombe tout de suite enceinte. Là, il s'occupe de Marie-Louise, il est aux petits soins pour elle, il supervise tout. Et donc, au moment où elle ressent les premières douleurs, il est absolument très agité. La naissance s'annonce mal. Lui préfère se retirer de la pièce parce qu'il ne supporte pas de voir sa femme souffrir. Et finalement, lorsqu'il est rappelé à la fin de l'accouchement, il se précipite au chevet de Marie-Louise et il ne veut pas du tout regarder ce qui se passe avec son fils. La légende veut que le fils ait été abandonné à terre parce qu'en effet, il a été il a lui-même un peu souffert pendant l'accouchement. Et ça serait le médecin de l'empereur qui l'aurait pris dans ses bras, lui aurait donné quelques gouttes d'eau de vie et ça aurait suffi à le ranimer. Et à ce moment-là, Napoléon aurait porté son regard vers son fils, se serait aperçu que c'était un fils et tout ça était merveilleux. Mais alors, c'est très difficile de vérifier ces informations parce que ça, c'est la façon dont Napoléon racontera la naissance de son fils lorsqu'il sera à Sainte-Hélène. Mais en effet, il voudrait qu'au début, il les pensait mort. Et c'est assez intéressant puisque la mortalité, comme on le sait, était très présente à cette époque-là. Il était fréquent de perdre un enfant. Et si Napoléon s'appelle Napoléon, c'est que ses parents ont perdu 2 enfants avant lui, dont un fils qui s'appelait Napoléon. Donc cette espèce d'histoire qui se reproduit avec tout de suite le fait qu'il ait pensé à avoir un enfant mort, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément en tête et que j'ai trouvé assez intéressant. Donc finalement, l'enfant né se porte bien. Et là, vraiment, Napoléon va prêter une grande attention à cet enfant. Déjà, avant même qu'il vienne au monde, il avait constitué ce qu'on appelle la Maison des enfants de France, qui est une résurgence de l'ancien régime. C'est une sorte de ministère, si on veut, qui est chargé qui rassemble tout le personnel qui est en charge de l'enfant, des nourrices, des berceuses, un écuyer, un service de table, un service, tout ce qui se rapporte à l'enfant. C'est à peu près 30 personnes et c'est une gouvernante qui gère tout ce personnel. La place de la gouvernante est essentielle dans cette organisation. C'est un personnage très important. C'est la 2e dame de l'Empire. Il faut se dire que l'Empire, donc c'est un peu comme une monarchie. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Et pour assumer cette charge, Napoléon a fait le choix d'une femme qui s'est d'ailleurs révélée formidable, la comtesse de Montesquiou, qui elle-même était mère de famille. Il y avait 5 enfants, qui avait beaucoup travaillé sur les questions d'éducation, qui avait suivi les préceptes d'une certaine Madame de Genlis, qui a installé des préceptes assez novateurs d'éducation, entre autres sur les méthodes de lecture. Le roi de Rome va être familiarisé à l'écriture très très tôt, dès ses 3 ans, ce qui était très original. Donc bref, ça c'est les débuts. La maison des enfants de France qui est chargée de gérer son éducation, qui est quelque chose de très important. Et la place donc très grande occupée par la gouvernante va faire que Marie-Louise, qui est très jeune à l'époque, elle a 18 ans, va se sentir un peu écartée de son fils. Le cérémonial à la cour est très lourd. Elle a presque aucun moment seule avec son fils. Et elle va être presque jalouse de la relation que Madame de Montesquiou va réussir à établir avec l'enfant. L'enfant va appeler Madame de Montesquiou Maman Q. Et dans l'historiographie napoléonienne, après, Marie-Louise va très souvent être présentée comme une mauvaise mère. Est-ce qu'elle était mauvaise mère? Je ne sais pas, parce qu'on lui a finalement peu laissé l'occasion de s'occuper elle-même de son fils. Napoléon, lui, de temps en temps, se moque même de Marie-Louise. Il va la trouver un peu gauche, va lui dire « Allez, pousse-toi, laisse-moi faire, moi je m'en occupe beaucoup mieux ». Et lui, ça, en effet, ça se révèle plutôt un bon père, même un papa gâteau. Il adore jouer avec son fils. C'est une des facettes de l'empereur que je ne connaissais pas. Il va essayer de passer le plus de temps possible avec lui.
même si tout ça est très rapide, puisque comme je le disais, l'Aiglon va rester 3 ans en France, et sur ces 3 ans, Napoléon va passer 1 an et demi à peu près en campagne militaire. Donc les instants sont brefs, mais intenses. Et en fait, on s'aperçoit que ces instants vont être beaucoup utilisés par Napoléon à des fins de propagande. Napoléon était le roi de la communication. Et donc, de montrer cette image du bon père de famille est très utile à Napoléon à un moment où il s'apprête à lever à nouveau beaucoup d'hommes pour repartir en guerre. Et c'est aussi, il espère aussi déclencher un réflexe dynastique, parce que comme je le disais, il veut ancrer son régime dans le temps, et il pense que seul un héritier pourra le faire. Donc c'est important pour lui de montrer cet enfant, d'exposer cet enfant au public. Il est d'ailleurs intéressant de voir que sur les premiers portraits qu'on connaît du roi de Rome, alors qu'il est encore âgé de quelques mois et même pas d'1 an, tous les portraitistes vont essayer d'accentuer sa ressemblance avec Napoléon Ier. Alors là, sur le diaporama, je vous ai mis la représentation de Napoléon qui déjeune avec Marie-Louise et son fils. C'est une image très connue. Et on voit aussi une autre image du petit roi de Rome qui prie pour la France, puisque là aussi, quand Napoléon va être obligé de repartir en guerre, il va utiliser l'image de son fils et essayer d'émouvoir les Français sur l'image de son fils. Et finalement, est-ce que tout ça prend? Est-ce qu'il y a un vrai réflexe dynastique? Et est-ce que Napoléon arrive à transformer son pouvoir, qui pour l'instant repose essentiellement sur un pouvoir militaire, en pouvoir dynastique? En fait, la réponse est assez vite non. Et ça, même avant la fin de l'Empire. En fait, Napoléon part en campagne en 1812. Il part pour la campagne de Russie. Et il se passe un événement qui va beaucoup le déstabiliser à ce moment-là. Il y a un général qui est peu connu, qui s'appelle le général Mallet, qui avait été emprisonné justement parce qu'il avait déjà tenté de monter un plan contre Napoléon. Donc, il était emprisonné. Il va réussir à s'échapper de sa prison, à retrouver des acolytes à lui. Et le 23 octobre, alors que Napoléon est aux portes de Moscou, il va faire courir le bruit de la mort de Napoléon. Il va se rendre à la préfecture de police, à la préfecture de Paris, au ministère de l'Intérieur, et il va réussir en très peu de temps auprès de ces hommes, de ces hommes de confiance de Napoléon. Il va les voir, il leur dit l'empereur est mort, et personne à ce moment-là ne va penser à son fils, le roi de Rome, puisque la tradition aurait voulu que quand un souverain meurt, on dise vive le roi ou vive l'empereur. Et là, personne n'a pensé au roi de Rome. Napoléon va apprendre ça en Russie, va être furieux contre tous ses fidèles. Bon, alors j'oublie de préciser, mais l'affaire va finalement très vite dégénérer, puisque Mallet va se rendre ensuite au ministère de la police, et là, on va lui demander quand même la preuve de ce qu'il avance. Il va paniquer, il va tirer, et il va être vite arrêté par la police, et finalement, tout ça rentre dans l'ordre dans la journée. Mais ça montre quand même la faiblesse du régime impérial, et que le régime impérial est prêt à s'écrouler sous l'annonce, sous une fausse annonce. Donc Napoléon va rentrer. Pardon Laetitia, mais aussi peut-être que Napoléon, lui, il a été blessé aussi probablement d'apprendre que il a été extrêmement blessé. Il y a toutes les correspondances avec Caulaincourt qui l'accompagne lors de son retour à Paris. Et il ne comprend pas que son système, en gros, ne fonctionne pas. Et il se dit que tout repose sur lui et qu'une fois que lui disparaît, c'est foutu. Donc, il va revenir à Paris, il va prendre des décisions très vite pour essayer de remettre son fils sur le devant de la scène. Il prévoit de le faire sacrer officiellement empereur à Reims. Il va exiger que son fils soit promené en plein Paris, soit montré aux Français. Il va lui faire des petits uniformes à sa taille. On voit tout ça, c'est encore visible dans certains musées. Il va vraiment lui donner en gros un petit rôle de roi.
Et malheureusement, ça ne va pas prendre quand on voit, puisque Napoléon est très vite obligé de repartir en campagne. C'est la campagne d'Allemagne en 1811, où là, les choses vont se compliquer pour lui. Et surtout, donc, en 1814, la dernière campagne de Napoléon, la campagne de France, où les Alliés vont parvenir, enfin, le déséquilibre est trop important entre les ennemis de Napoléon et lui. Donc, ils vont être beaucoup plus. Ils n'arrivent pas à faire face à leur supériorité numérique. Et donc, ils vont réussir à pénétrer sur le territoire de France. L'Empire est menacé. Napoléon va être finalement obligé d'abdiquer. Il abdique en faveur de son fils en 1814. Et là encore, personne ne croit aux chances d'un enfant de 3 ans. Donc, c'est Talleyrand à ce moment-là qui arrive à négocier avec les Alliés. L'abdication de Napoléon ne va pas être reconnue par le Sénat, et donc c'est finalement Louis XVIII qui va être rappelé et qui prendra la suite de Napoléon. Là, à ce moment-là, on se demande que devient Marie-Louise. En fait, un des calculs de Napoléon qui a été finalement un mauvais calcul, c'est qu'une fois qu'il avait épousé Marie-Louise, Napoléon a été convaincu que l'Autriche resterait toujours à ses côtés. Elle était la fille de l'empereur d'Autriche. Il avait battu l'Autriche à 2 reprises et il pensait que de se marier avec elle lui garantissait le soutien autrichien, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque dès que Napoléon a commencé à éprouver les premières difficultés militaires lors de la campagne d'Allemagne, l'Autriche, sans qu'il le sache, va passer dans le camp adverse. Et ça, le fait qu'il soit marié avec Marie-Louise ne va rien changer. Et en 1814, ça va être pareil. Lorsqu'il est battu militairement, l'empereur d'Autriche ne va pas du tout prendre parti pour sa fille, alors qu'un des calculs de Napoléon était de se dire que l'Autriche allait vouloir une régence de Marie-Louise au profit du roi de Rome. Tout ça, ça a été des faux calculs de Napoléon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque la situation militaire de Napoléon a commencé à se détériorer en 1814, Cambacérès, qui était l'archi-chancelier, en gros le Premier ministre, si on veut, aujourd'hui, a pris la décision de faire évacuer l'impératrice et le roi de Rome, de les mettre en sûreté, qui quittent la capitale. Donc, ils se sont d'abord retirés à Rambouillet, puis après à Blois, où il y avait une sorte de gouvernement provisoire. Et à ce moment-là, Napoléon n'a plus donné du tout de directive à sa femme, lui qui était quand même assez directif et qui lui disait toujours ce qu'elle devait faire ou pas. Là, il la laisse complètement dans le flou. Il reprend assez tardivement contact avec elle et il ne lui demande pas du tout de le rejoindre à Fontainebleau. Au contraire, il va lui demander d'aller rejoindre son père parce qu'il espère encore à ce moment-là que Marie-Louise pourra peut-être sauver sa situation. Il se dit qu'elle est archiduchesse, que son fils, auquel il destinait le plus grand empire du monde, pourra peut-être trouver au moins une couronne auprès de son grand-père. Et les historiens français ont beaucoup reproché à Marie-Louise d'avoir abandonné Napoléon en 1814. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Ils avaient tous les deux cette vision, je dirais, de leur rôle et surtout de l'importance d'avoir une couronne. Et il était inenvisageable que leur fils perde tous ses droits. Donc, Marie-Louise, dans un premier temps, va rejoindre son père dans l'espoir de sauver aussi l'avenir de son fils. Elle le rejoint en fait à Rambouillet en 1814. Et son père va un peu l'emberfilicoter et va lui dire « Mais écoute, pour l'instant, de toute façon, tu n'as rien à attendre à Paris. Viens avec moi, tu verras ton mari plus tard. Viens te reposer en Autriche et tu verras après pour ce qui se passera par la suite. » Elle le suit donc avec le roi de Rome en Autriche. Et en fait, elle ne reverra jamais Napoléon et le roi de Rome ne reverra jamais son fils. Et c'est donc une nouvelle page qui se tourne, c'est la page autrichienne. Maintenant, le fils de Napoléon va grandir en Autriche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour gagner l'Autriche, il va traverser la France, en fait, qu'il ne connaissait pas. Il était toujours resté à Paris, ou un tout petit peu là quand ils avaient fui vers Rambouillet et tout ça. Et là, ils vont traverser donc tout l'est de la France. C'est des régions qui viennent d'être entièrement dévastées par la guerre. Et donc, le spectacle, il traverse certainement des anciens champs de bataille et tout. J'ai essayé d'avoir des traces de leurs impressions à ce moment-là. Malheureusement, on n'en trouve pas.
On a juste des témoignages de l'enfant qui trouve merveilleux de se déplacer en carrosse, d'avoir une certaine proximité avec sa mère, parce que à ce moment-là, il partage vraiment le quotidien de sa mère. Donc voilà, une nouvelle page se tourne, il s'installe à Vienne. Et là, les débuts vont être un peu particuliers, puisqu'il se retrouve à la fois le fils du vaincu de Napoléon et le petit-fils du vainqueur, l'empereur d'Autriche. Et il va être vu comme un objet de curiosité lors de son arrivée à Vienne. Tout le monde est très, très intrigué par cet enfant. Tout le monde est très intrigué, la famille de Marie-Louise, de retrouver Marie-Louise. On se demande comment elle a pu survivre à toutes ces épreuves. Il faut voir que pour les Autrichiens, Napoléon est le pire personnage qui existe sur Terre. Ils le surnomment l'ogre corse. Et donc, ils sont rassurés de la retrouver. Elle se dit que finalement, il n'est pas si terrible que ça, que ces années en France n'ont pas été si horribles. Et dans un premier temps, il y a une espèce de décalage, je dirais, entre elle, son fils. Ils vivent dans un espèce de monde à part. Il y a quelques Français de leur entourage qui les ont suivis. Le roi de Rome est suivi par sa gouvernante, par sa berceuse, par certaines... Donc, dans un premier temps, sa vie là-bas n'est pas si différente de celle qu'il avait à Paris. Il porte les mêmes habits, il mange aux horaires français, il est servi. Donc, je dirais que dans un premier temps, le traumatisme n'est pas immense, mais il y a quelque chose qui va vraiment compliquer sa vie et les choses. C'est que donc, à peine un an après, Napoléon va s'échapper de l'île d'Elbe, où il avait été cantonné par les Alliés. Il va tenter de retrouver son trône, ce qu'il va réussir à faire. Et ça va vraiment compliquer la vie de celui qui n'est plus roi de Rome. Puisque en fait, à ce moment-là, quand Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe, toute l'Europe était réunie à Vienne pour essayer de se reconstruire, pour essayer de reconstruire une Europe sans Napoléon. Et dans ces négociations, Marie-Louise avait réussi à obtenir la couronne de Parme, le duché de Parme. Elle était en train d'essayer de faire qu'il soit héréditaire, ce en quoi la royauté française s'opposait, parce que la royauté française ne voulait pas voir le fils de Napoléon prétendre à une couronne, mais Marie-Louise essayait de négocier tout ça. Le fait que Napoléon soit échappé de l'île d'Elbe, alors là, ça met tout de suite fin. On lui dit qu'il est hors de question de voir cet enfant un jour avec une couronne. Et même elle, à un moment, croit qu'on va lui ôter le duché de Parme. Donc là, elle change de camp pour le coup. Elle montre patte blanche, si j'ose dire. Elle va vraiment se ranger du côté autrichien. Il faut dire qu'entre-temps, Marie-Louise est quelqu'un d'un peu hypocondriaque. Elle s'était trouvée très fatiguée à la suite de tous ces malheurs et donc elle avait demandé à son père l'autorisation d'aller prendre les eaux en Savoie. Et là, elle avait été escortée par un beau général autrichien qui est devenu son amant et qui deviendra son mari par la suite, le général Neipperg. Donc à partir de là, elle avait un peu tiré un trait sur sa vie avec Napoléon et donc elle ne veut plus entendre parler de lui. Pour l'autre conséquence des 100 jours pour le roi de Rome, c'est que les Autrichiens vont être convaincus que l'entourage français du roi de l'enfant vont essayer de l'enlever pour justement le ramener à Paris. Donc, il va y avoir une grande méfiance sur l'entourage français du Petit Prince. Et donc, à ce moment-là, il va décider de le renvoyer, de renvoyer du jour au lendemain, tous les Français de son entourage vont être renvoyés en France. Et c'est ainsi que le jour de son anniversaire de 4 ans, la comtesse de Montesquiou va apprendre qu'elle doit cesser son service du jour au lendemain auprès de l'enfant. On lui demande de partir en plein milieu de la nuit, de ne pas dire au revoir à l'enfant. En même temps, on lui retire son identité, on ne veut plus qu'il porte le nom de Napoléon. Et on ne lui en trouve pas une autre tout de suite. C'est-à-dire que ce qui est assez étrange, c'est que pendant 3 ans, il va avoir... personne ne sait comment l'appeler. Il n'est plus roi de Rome.
Il n'est pas encore, il va être titré duc de Reichstadt par son grand-père autrichien, mais son grand-père va mettre 3 ans à lui trouver un titre. Et donc, dans toutes les correspondances, on parle de lui comme le fils de Marie-Louise et personne ne sait comment l'appeler. Donc, finalement, on va opter pour la solution de l'appeler par son prénom, son deuxième prénom, donc, qui était François, en honneur de son grand-père. Donc, on va l'appeler Franz. Mais donc, tout ça est un peu traumatisant quand même pour un enfant si petit. Donc, tous les Français de son entourage partent et en même temps, on va lui trouver, on va le mettre entre les mains d'Autrichiens, dont son gouverneur. Donc, il y a toute une équipe masculine qui prend le relais auprès de lui. Le prince Maurice de Dietrichstein va être son gouverneur. Il va passer 16 ans auprès du futur duc de Reichstadt. C'est un homme qui n'était absolument pas préparé à ses fonctions. C'était un grand serviteur de la cour autrichienne, très mélomane, mais quelque peu dépressif et très anxieux. Donc, il va se sentir en charge d'une très grande responsabilité et qui ne va pas être forcément toujours très, très bénéfique, je dirais, pour le petit enfant. Donc, les départs successifs que vont connaître l'enfant vont être très douloureux. Et petit à petit, au début, c'est un enfant très gai, très joueur, très espiègle. Et assez vite, son tempérament va s'obscurcir un peu. Il va se durcir et surtout, il va essayer de masquer le plus possible ses sentiments. Il ne va pas vouloir montrer aux Autrichiens la peine qu'il éprouve. Puisqu'il va commencer donc à grandir sans ses parents. Sa mère, elle, va accepter sa couronne de Parme. Donc en 1816, elle part rejoindre ses États. Et la condition à laquelle on lui confie le duché de Parme, c'est qu'elle laisse son fils à Vienne. Donc le fils va se retrouver seul à Vienne. Pendant les 16 ans suivants, jusqu'à sa mort, elle va venir le voir 7 fois. Parce qu'en fait, à Parme, Marie-Louise va se reconstituer une nouvelle vie, une nouvelle famille. Elle va se marier donc avec Neipperg, avant même d'ailleurs la mort de Napoléon. Hein. Elle va cacher tout ça à son père, l'empereur d'Autriche. Et elle va avoir deux autres enfants avec Neipperg, dont elle va beaucoup s'occuper. Et c'est sûr que du coup, à 2 reprises, elle ne pourra pas venir parce qu'elle est enceinte. Enfin bref, elle qui devait venir chaque année, finalement, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est un enfant, finalement, qui grandit dans une extrême solitude. En 1821, il y a un événement aussi qui va beaucoup le marquer, c'est que donc, Napoléon meurt sur son rocher de Sainte-Hélène. Depuis qu'il a mis les pieds en Autriche, on évite, donc, comme je le disais, on avait évité de parler de Napoléon. C'était le sujet tabou. Et là, quand on lui annonce la mort de son père, son gouverneur est très étonné de voir combien ça le peine. Il n'arrivera pas là justement à retenir ses émotions. Il va pleurer pendant une journée entière. Et tout le monde est très étonné parce qu'on pensait qu'il connaissait peu de choses de son père, qu'il l'avait oublié depuis le temps, qu'il avait presque 10 ans. Et c'est un des traits de caractère sans doute auxquels ses gouverneurs n'avaient pas été assez vigilants, c'est que les Français qui étaient avec lui au départ à Vienne se sont vraiment attachés à entretenir sa mémoire, la mémoire de son père, lui avaient montré beaucoup d'albums, lui ressassaient toujours qu'il était le roi de Rome, le fils de l'empereur et tout ça. Et il en a certainement gardé des souvenirs. Et même par la suite, il va essayer de temps en temps d'obtenir des renseignements indirects sur son passé. Il va demander quel était son rôle quand il avait 3 ans, des choses comme ça, et on ne va jamais vouloir lui répondre. Et tout ça va le perturber. Et l'occasion de la mort de son père, c'est sans doute, ça fait revivre tout ça. En même temps, avec la mort de Napoléon, il devient vraiment l'héritier des Bonaparte. Et donc, la royauté française a très peur qu'il devienne un sujet d'embarras. Enfin, que ses partisans se pressent à Vienne et veuillent le ramener en France. Donc, la France va demander encore plus de garanties à l'Autriche sur le sort qui lui est réservé. Et de là, d'ailleurs, naît la légende du prince qui est retenu prisonnier, puisque certains Français vont commencer à vouloir aller à Vienne pour le rencontrer. Et il est très difficile de le rencontrer.
pour toute sa correspondance est en effet surveillée, toutes ces rencontres sont filtrées. Donc il y a un premier bonapartiste qui va essayer de se rendre à Vienne dans les années 1825, qui va pas pouvoir le rencontrer, va revenir en France en disant que en fait cet enfant ne parle même pas français, qu'il n'a pas pu le voir, que l'Autriche le retient prisonnier, et ça va déjà être les premiers pas, je dirais, les débuts de la naissance de sa légende. Mais bon, tout ça, il grandit, je dirais, au fil des années. Ils se font complètement finalement dans la vie de sa famille autrichienne. Il arrive à tisser un lien très privilégié avec son grand-père, l'empereur d'Autriche, qui aime beaucoup cet enfant. C'est un très bel enfant, je dirais, contrairement au Habsbourg, puisque il est assez proche. Marie-Louise était l'aînée de sa famille, donc le duc de Reichstadt est finalement assez proche en âge des derniers frères de Marie-Louise, dont l'aîné est destiné à être le futur empereur. Et quand on voit leurs tests, ils sont tous un peu presque mongoloïdes. Mais vraiment, l'empereur d'Autriche va avoir une passion pour ce petit-fils. Et on va finalement lui réserver une éducation. Il va recevoir une éducation de très très grande qualité. C'est un enfant vif qui va être passionné très vite d'histoire militaire. On va y voir sans doute un signe de ses origines, mais qui va présenter beaucoup plus d'aptitudes finalement que beaucoup des Habsbourg. Et du coup, il va quand même avoir une vie pas si terrible que ça à la cour d'Autriche. Ce qui est très lourd, je dirais, dans la vie du duc de Reichstadt et que j'ai vraiment découvert dans mes recherches sur lui, c'est que tout au long de sa vie, il n'a pas main mise sur sa vie, il est vraiment un jouet de la politique européenne, puisque le chancelier d'Autriche, Metternich, va l'utiliser dans sa politique vis-à-vis de la monarchie française. Metternich va dire, écoutez, tenez-vous à carreau parce que nous, on a entre nos mains le fils de Napoléon qui justement a de réelles qualités, qui pourrait être amené à jouer un rôle si vous faites n'importe quoi. Et d'un autre côté, il va maintenir le contact avec les bonapartistes en leur faisant croire qu'ils ne s'opposeraient peut-être pas un jour à ce que le duc de Reichstadt monte sur le trône de France, ce qui est complètement faux dans le fond. Donc il y a de nombreuses tentatives qui vont être menées par des bonapartistes, certaines assez avancées. Il y en a une, entre autres, qui va être menée par une de ses cousines, la comtesse Camerata, qui va réussir à arriver à Vienne, qui va réussir à le rencontrer, à le croiser, à lui faire passer des petits mots, tout ça est assez rocambolesque. Et lui, il va être terrorisé par ça, va pas savoir comment agir, et elle va finalement repartir très déçue en France, et là aussi, il va dire, finalement, il a oublié son pays, il ne faut pas compter sur lui. Il y a un autre bonapartiste qui va retenter une fois de le faire venir en France dans les années 1830. Et là, j'adore, c'est des destinées que je trouve incroyables. C'était un homme qui avait commencé sa carrière sous Napoléon Ier en tant qu'officier, qui avait mené en parallèle une carrière de vétérinaire, qui était après l'Empire parti aux États-Unis, qui avait établi une colonie là-bas, qui a fait fortune, qui est revenu en France et qui tout d'un coup a décidé de remettre le fils de Napoléon sur le trône. Bon, ça va pas marcher, mais lui va réussir vraiment à rencontrer, à avoir un entretien privé avec le duc de Reichstadt. Et j'ai découvert ça un peu par hasard d'ailleurs, et qu'il a réussi à obtenir cet entretien sans que l'Autriche n'ait été au courant. Mais tout ça ne débouche finalement sur pas grand-chose. Et c'est à ce moment-là éclate en France la révolution de 1830. Le duc de Reichstadt a plus de 18 ans. Les premiers mois, les premières journées d'insurrection en France, tout le monde pense qu'elles se font à son profit, puisqu'on entend crier partout dans la rue Napoléon II. Et finalement, donc, c'est les Orléans qui vont monter sur le trône. Le duc de Reichstadt va avoir vent de toute cette agitation politique, de la possibilité qu'il aurait de remonter sur le trône de France, mais il va être terrorisé par cette charge, en fait. Il va se sentir
incapable d'assumer l'héritage paternel, parce qu'entre-temps, son gouverneur commence à avoir des ambitions sur lui, lui a donné accès à toute la littérature qui est issue de Sainte-Hélène. Il va découvrir les recommandations que son père lui a adressées dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il va découvrir surtout toute l'œuvre de son père, et là, il va se dire, mais non, je ne suis pas à la tâche, à la hauteur de cette tâche-là, et donc il va avoir un peu, ça va le décourager, et il va devenir un peu mélancolique à partir de ce moment-là. Donc, on voit bien que la politique, c'est finalement un peu difficile pour lui. Enfin, il n'y a aucune chance que l'Autriche lui laisse lui confier un rôle. Donc, quel avenir on lui réserve? La royauté française a pendant longtemps demandé à ce qu'il soit destiné à l'État ecclésiastique. Alors là, l'Autriche a refusé, sous pression du gouverneur, qui a dit non, ça serait vraiment du gâchis, il a de vraies dispositions. Donc finalement, on va le destiner à la carrière militaire. On décide d'en faire un officier. Ça correspond tout à fait aux aspirations du prince, qui, dès sa plus tendre enfance, n'a qu'une passion, c'est de monter à cheval, les armes, tout ça. Ses débuts dans la carrière militaire sont prometteurs, même s'ils vont être très compliqués parce que on veut lui trouver à la fois une place qui soit en accord avec sa position de petit-fils de l'empereur d'Autriche, donc il ne peut pas commencer sa carrière en tant qu'officier subalterne. Et d'un autre côté, Metternich va veiller à ce qu'il ne soit pas non plus trop en vue. Donc Metternich va vouloir qu'il soit d'abord affecté dans un régiment au fin fond de la Hongrie. Et finalement, sa santé va assez vite décliner. Et donc finalement, on va lui trouver un régiment à Vienne pour pouvoir un peu le contrôler encore. Mais lorsqu'il prend le commandement de ses hommes, il a à peu près 19 ans, il arrive à avoir un vrai ascendant sur son régiment, et il va être très très apprécié de ses hommes. Donc, tout portait à croire qu'il avait un vrai potentiel. Mais en fait, peu à peu, c'est je dirais, le prince romantique et la figure romantique qui va prendre le dessus. Il y a une chose qui va changer beaucoup son caractère, c'est qu'en fait, en 1829, le mari de sa mère, donc le général Neipperg, va mourir. Et il aimait beaucoup cet homme qui accompagnait sa mère à chacune de ses visites en Autriche. Et il était impressionné aussi par sa position de général. C'était à la limite la figure masculine à laquelle il se référait. Mais de son vivant, il n'a jamais su les liens qu'unissait Neipperg à sa mère, et il n'a jamais su aussi qu'il avait un demi-frère et une demi-sœur. Et par hasard, après la mort de Neipperg, il y a quelqu'un de son entourage qui va gaffer, entre guillemets, et il va découvrir en fait que sa mère lui mentait depuis des années, que ce général lui mentait depuis des années, qu'il avait un frère, qu'il avait une sœur. Et ça va complètement transformer son caractère, le rendre extrêmement mélancolique, lui qui l'était déjà. Et sa vie, en plus, un peu inactive à la cour d'Autriche, va pas faciliter les choses. Donc, ça devient vraiment un être assez sensible, déchiré par ses aspirations de fils de Napoléon et ses doutes sur sa propre existence. À ce moment-là, il va se rapprocher beaucoup d'un officier autrichien qui s'appelle Proksch, qui va être son grand copain. Et avec lui, ils vont former des rêves un peu fous. Lui a été en mission pendant longtemps en Grèce. Et il se trouve que la Grèce, à ce moment-là, cherche un monarque et qui vont espérer tous les deux mettre sur le trône le fils de Napoléon. Ça ne va pas marcher. Là aussi, l'Autriche va s'y opposer. Il va y avoir les mêmes espoirs avec la couronne polonaise à un moment. Mais tout ça, bon, capote, je dirais. Et petit à petit, c'est vraiment la figure du héros romantique qui va prendre le dessus. Je dirais, c'est aussi de son temps, puisque des figures comme Alfred de Musset, à la même époque, décrit très bien les mêmes états d'âme que le duc de Reichstadt. Il est de cette génération de jeunes hommes nostalgiques de la période de l'Empire.
Et il va vouloir, il va tout prix à chercher à se distinguer, va devenir très très dandy. Il va se faire remarquer dans les rues de Vienne par des tenues assez originales. Il va avoir une passion pour l'équitation. Il ne va jamais se balader au pas ou au trot, il va toujours être au galop. Il y a une espèce de fougue comme ça par laquelle il va se distinguer, mais qui petit à petit, en fait, le ronge. Et il va être physiquement, son état va commencer à se dégrader. Et il est encore jeune, il va montrer les premiers signes de faiblesse, je dirais, de sa maladie vers ses 20 ans. Il va cacher à toutes les personnes de son entourage ses symptômes, puisqu'en fait, il a lu dans le mémorial de Sainte-Hélène que son père était mort d'une maladie de l'estomac. Et comme l'avait été le père aussi de Napoléon, donc lui-même va être convaincu d'être atteint de l'estomac. Donc on va le soigner pour ça au départ. Il va subir des traitements à base de petits laits et tout ça. Et le mal n'était pas du tout ça. Il avait une faiblesse pulmonaire qui était en fait très fréquente chez les Habsbourg. Et quand on regarde ses portraits, on voit d'ailleurs que sa croissance, qu'il a eu une croissance peu harmonieuse et qu'entre autres sa poitrine était beaucoup plus développée que ses jambes. Et le fait qu'il ait été mal soigné et que lui-même se soit abstenu, se soit avec une volonté de faire, ait voulu gâcher son mal, a eu des répercussions tragiques, puisqu'il va être très vite obligé d'abandonner sa carrière militaire, puisqu'il ne tiendra plus à cheval. Et ses derniers mois de vie vont être absolument effroyables. Il va être rongé par une pneumonie. Son état va se détériorer en quelques mois. Sa mère va être rappelée de Parme, va arriver à temps pour sa mort, mais les derniers instants sont vraiment atroces, je dirais. Donc, je dirais qu'en conclusion, c'est une vie qui est difficile à cerner dans la mesure où la part de mythe et de réalité est difficile à déceler, parce qu'en France, on a toujours voulu avoir l'idée du prince maltraité finalement par l'Autriche. Et quant à l'Autriche, elle a toujours voulu présenter un prince, au contraire, qui était vraiment accepté par la cour autrichienne, à qui on réservait un très bon sort. Et une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas été si maltraité que ça, qu'il n'a pas été empoisonné, comme ça a été dit, que son sort n'a rien à voir par rapport au sort, par exemple, d'un Louis XVII qui avait été obligé de mentir pour accuser ses parents, qui est mort emprisonné. On est loin de là avec le duc de Reichstadt. Ce qu'on peut dire en effet, c'est qu'en tout cas, c'est un sacrifié de l'histoire, puisque très tôt, son destin lui échappe, puisque toute l'Europe post-napoléonienne va vraiment chercher à gommer la présence, à barrer les portes, à lui barrer les portes du pouvoir, et que donc il va être retenu comme ça dans un exil pas très constructif. Et pourtant, il va y avoir Napoléon III qui va arriver au pouvoir relativement peu de temps après, donc on peut se demander pourquoi ça a marché avec Napoléon III et pas avec Napoléon II. Et je pense que c'est tout simplement parce que la France, avec la Révolution, a gommé tout régime héréditaire, et que depuis la Révolution, il n'y aura plus de régime transmis de père en fils, même s'il y aura plusieurs épisodes monarchistes. Ça ne sera jamais un fils qui succédera avec son père. Ça, vraiment, le roi de Rome marque la fin de ça. Mais je dirais, comme consolation, sa mort, c'est peut-être pour lui une autre façon d'exister, puisque sa légende va donc prendre le dessus. Tous les romantiques vont s'intéresser à lui. Je parlais de Victor Hugo tout à l'heure, mais Chateaubriand aussi, Lamartine, Dumas. Il va être très très présent dans la littérature du 19e siècle. J'y faisais allusion aussi donc à Edmond Rostand, qui lui consacrera une magnifique pièce. Mais je dirais que sa popularité va avoir un dernier épisode, un dernier effet qui est un peu sinistre. C'est-à-dire qu'il est tellement populaire que dans les années 1940, alors que la France est occupée par les Allemands,
Hitler va vouloir rendre les cendres du roi de Rome à la France. Les cendres de Napoléon avaient été ramenées en 1840 et donc Hitler saisit l'anniversaire du centenaire du retour des cendres pour rendre les cendres de l'Aiglon à la France. Ça va être un épisode assez sinistre. Donc Pétain à l'époque est à Vichy, c'est Laval qui est le président qui est le vice-président du Conseil. Laval va se montrer très favorable à ce retour des cendres, va l'accepter sans même en parler à Pétain. Et finalement, la cérémonie qui va avoir lieu va valoir, enfin, il y a un quiproquo entre Laval et Pétain. Pétain va refuser d'y assister, va ne pas vouloir passer en revue les bataillons allemands, et donc va en profiter aussi pour renvoyer Laval. Donc, je dirais que finalement, la principale victoire politique du fils de Napoléon, elle aura lieu 110 ans après sa mort, avec ce renvoi de Laval indirectement grâce à lui. Mais cette cérémonie donc est un peu lugubre. Elle se passe en plein milieu de la nuit, le 15 décembre. Et le lendemain, on pourra lire, sur tous les murs de Paris sont placardées des grandes affiches en disant « Les Allemands, vous nous avez rendu des cendres, on aurait préféré du charbon ». Et donc, je dirais que c'est le dernier épisode un peu triste de l'Aiglon. Là, je vous ai mis en photo, ça c'est l'intérieur des Invalides. La dalle donc à ce moment-là, son cercueil a été, un magnifique cercueil d'ailleurs, a été ramené et il va être mis quelques temps plus tard, donc enfoui dans le sol, au pied de son père. Vous voyez, il y a une grande photo une grande statue de son père et le cercueil a été enfoui sous cette tombe. Je trouve ça un peu triste et j'espère qu'un jour, peut-être qu'il sera un peu plus mis en valeur. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à tout suivre. Laetitia, merci beaucoup. Formidable histoire, destinée assez tragique quand même. Un peu triste, ouais. Pauvre l'Aiglon, roi de Rome, des titres extrêmement prestigieux pour une destinée tragique. On voit quand même qu'il y a dans cet ouvrage qui fait à peu près 600 pages, mais ça se lit vraiment un peu comme un roman. Hein. J'ai commencé à lire, j'encourage tout le monde à poursuivre cette lecture. On voit que tu as choisi un élément très familial en fait, qui a été touché par cet enfant. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est ton côté familial qui est ressurgi dans cette affaire? Alors, ce qui m'a, comme tu le sais, quand j'ai travaillé sur lui, j'avais aussi des enfants pas très âgés. Et j'ai trouvé en effet son histoire assez touchante. Et j'ai essayé de le regarder, d'apporter le regard de la jeune mère que j'étais, de me dire que comme ça, il n'a pas de nom pendant 3 ans, on ne l'appelle pas. Après tous les départs, quand sa mère part, quand son père part, tout ça, ça se fait en plein milieu de la nuit. Personne ne lui dit au revoir, plus personne ne lui explique ce qui se passe. Je me dis qu'il y a de quoi être complètement cinglé quand même. Hein. Et que toute l'éducation qu'il reçoit est sans doute pas du tout adaptée. Est-ce que je me suis intéressée à lui en fonction de mes racines familiales? Certainement un petit peu quand même. En fait, j'avais fait comme tu le rappelais tout à l'heure, j'avais travaillé une première fois sur mon arrière-grand-père qui se trouvait être l'héritier impérial après la chute du Second Empire. Et en gros, je me demandais si c'était à cause de lui qu'il n'y avait pas eu de Troisième Empire ou si, de toute façon, l'Empire était quelque chose de dépassé. Et ça m'avait amusé de mettre un Bonaparte de m'intéresser à un Bonaparte que personne ne connaissait. Et quelque part, j'ai aimé aussi cette démarche-là avec l'Aiglon parce qu'aujourd'hui, il est relativement peu connu. Et j'aime bien ce côté de prendre un personnage un peu méconnu et de voir tout l'intérêt qu'il peut avoir quand même. Surtout quand il y a des figures, quand on le confronte à des figures telles que Napoléon Ier, qui est tellement populaire, comme on peut le voir en effet avec toutes les manifestations là, qui s'annoncent pour son bicentenaire. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon s'est trompé en s'alliant à l'empereur d'Autriche? On peut dire ça. Oui. Tout le monde dit. Pourquoi il s'est trompé à ce point, en fait? Joséphine a été extrêmement populaire.
et d'ailleurs très importante dans son ascension, hein, sans doute. Et tout le monde dit qu'à partir du moment où il a pris la décision de se séparer de Joséphine, elle était sa bonne étoile, et que tout a commencé à cafouiller. En fait, il a sans doute été aveuglé par des rêves de grandeur, et il a cru qu'en se mariant avec une Habsbourg, il entrait dans le cercle fermé des familles royales, et en fait, il n'a jamais été accepté. Ça a vraiment été un calcul assez machiavélique finalement de Metternich. Il s'est fait endormir par les Autrichiens. Hein. Complètement, ouais. Et Marie-Louise, enfin, tu disais, elle a été écartée de son rôle de mère, mais enfin, elle a quand même pas montré, elle n'a pas fait de grande preuve d'une force de caractère quand même. Non, alors pas. Oui et non, parce qu'on la marie avec ce type qui représente le truc le pire du monde. Hein. Pour les Autrichiens, Napoléon, c'était vraiment le truc terrible. Elle, toute son enfance, son pays est en guerre contre Napoléon. Ouais. Et tout d'un coup, on lui dit, ah bah, allez, tu pars, tu quittes ton pays pour aller te marier avec lui qui a 20 ans de plus qu'elle. Même plus, 25 ans de plus qu'elle. Donc au début, elle est terrorisée. Finalement, lui est au petit soin pour elle parce qu'il n'en revient pas d'épouser une archiduchesse d'Autriche. C'est assez amusant. Et qu'est-ce qu'elle... Pardon? Ils s'entendaient bien, enfin, dans ton livre, on a l'impression qu'ils... Oui, ils s'entendent très très bien. Ils s'entendent très bien. Elle est, au contraire, il est au petit soin pour elle, donc tout ça se passe assez bien. Mais après... elle est quand même archiduchesse d'Autriche, donc elle n'envisage pas de ne pas avoir de couronne. Ça, c'est le seul truc dans sa vie. Donc tant pis si elle doit y sacrifier son mari. Ouais. Et bon, une fois qu'elle est avec Neipperg, en effet, elle oublie un peu son fils. Elle oublie un peu le duc de Reichstadt, même si elle va quand même essayer. Au niveau matériel, c'est elle qui va assumer matériellement son fils et tout ça. Donc bon. Elle est entre deux, je dirais. Les Français ont toujours été très, très sévères avec elle. Je me dis qu'il est facile de juger, même si, en effet, elle n'a pas toujours montré une grande preuve de caractère. Alors maintenant, on peut se poser la question de quel est l'héritage de Napoléon Bonaparte. Et c'est la question apparemment que le musée de l'armée se pose aussi en invitant 15 artistes internationaux contemporains à intervenir justement pour célébrer son bicentenaire autour avec voilà, Angèle Chia, Pascal Convert, Fabrice Hibert, Marina Abramovic. Mais oui, voilà, il y a Marina Abramovic, exactement. Ce que je trouve dingue. Julian Schnabel, George Tony Stoll, même Hélène Delprat qui est peintre. Et tous ces artistes doivent se poser des questions aujourd'hui qui sont un peu compliquées à résoudre en plein révisionnisme de l'histoire. Voilà, ça risque d'être assez Moi, je suis très curieuse de l'exposition aux Invalides. Franchement, je trouve ça une extrêmement bonne idée de faire intervenir des artistes contemporains sur ce sujet. Je trouve très important qu'il y ait des commémorations autour de Napoléon en 2021. Ouais. Ça avait été très mal vécu qu'en 2005, au moment d'Austerlitz, alors que l'Europe entière reconstituait la bataille d'Austerlitz, qui est quand même le fait militaire glorieux de Napoléon, tous les pays se retrouvaient, donc c'est en Tchécoslovaquie, mais en Tchéquie maintenant, et la France n'avait pas voulu y participer, aucun président français n'a voulu célébrer Napoléon. Donc là, je trouve ça très bien que Macron dise, moi je vais assister aux commémorations et qu'il y ait des grands événements qui le marquent. Et en plus, avec une vision contemporaine, d'autant plus intéressant. Oui, parce qu'on a l'impression que même la pandémie n'arrête personne, là, en fait. Hein. Grande expo à la Villette. La grande expo à la Villette était prévue depuis très longtemps. Elle doit ouvrir ses portes le 14 avril. Ils sont en plein montage. Ça se voulait une exposition très grand public, entre autres avec beaucoup de reconstitution de batailles militaires, tu vois, numériques en 3D et compagnie. Ils vont certainement devoir mettre un système de jauge lorsqu'ils pourront l'ouvrir. Et c'est vrai que c'est un des buts, c'est dommage, quoi. C'est dommage. On va voir ce qui se passe. Mais la Corse va être très active.
puisque Alors, la Corse va être très active. Oui, Napoléon est né un 15 août. Et ouais. donc, cette année, il va beaucoup y avoir il y a toute une reconstitution le 15 août à Ajaccio, je crois. Voilà. Alors, donc, oui, donc toi, déjà, tu vas venir à Ajaccio au début. Moi, au mois de juin, Au pour mois autre de chose. juin, en Corse fin juillet. Et c'est pas fini parce que la Corse, évidemment, je pense, ça va. Ah ouais, la Corse. Mais là, il y a en France, il y a tout un mouvement qui à Paris voudrait qu'il y ait une avenue, une place ou quelque chose qui porte le nom de Napoléon, parce qu'il y a la rue Bonaparte, mais nulle part dans Paris ou dans n'importe quelle autre ville de France d'ailleurs, hein, il n'y a une rue ou une avenue à son nom. Ouais, ouais. Bon, voilà. Et c'est quand même un des personnages majeurs de notre histoire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Je dis pas Bien du tout sûr, bien que sûr. tous les aspects soient magnifiques. Mais moi, j'avais été frappée, j'avais eu la chance d'aller au Brésil et en Russie pour monter des expositions sur Napoléon quand je travaillais au musée de l'armée. Sa popularité, elle est internationale. Et c'est très dommage qu'on n'arrive pas forcément à l'assumer en France. Et alors, dès que tu pourras venir en Angleterre, tu vas nous emmener Au visiter musée Wellington. le musée Wellington. Donc voilà. Oui, enfin, moi j'adore le musée Wellington avec la statue gigantesque de Napoléon dans le hall. Oui, voilà. Donc on va faire des petites visites un peu comme ça à l'occasion de ce bicentenaire. Mais il y a plein de souvenirs napoléoniens en Angleterre, entre autres à Farnborough, donc pas très loin de Londres. C'était C'est ça, là, on avait parlé de là Farnborough. où sont enterrés donc Napoléon III et son épouse et leur fils. Là aussi, c'est super de faire une visite là-bas. C'est très intéressant. Oui, absolument. Bah, on se réjouit à la perspective de t'avoir parmi nous dès que ça sera possible. Mais voilà, ça va finir par être possible tout ça. Ouais. Bon, écoutez, merci En beaucoup. attendant, on va te laisser rejoindre ton Zoom Nos amis corses de Sartène qui t'attend impatiemment à 19h. Je te tiendrai au courant. Voilà. Merci, merci Laetitia, merci à tous pour avoir suivi et je vais vous envoyer le lien YouTube pour ceux qui voilà, veulent partager de cette magnifique histoire et de cette très belle présentation. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.